Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Travail d'imagination. Et pour Naya, l'objectif à atteindre, là, ce serait la boîte qui s'en sortirait sans aucun dommage, mais on peut se rendre compte aussi déjà de la puissance musculaire que peut avoir une otarie. On a la vue subaquatique et on voit qu'elle n'a pas besoin d'énormément d'efforts. Un seul coup de nageoire, c'est les 100 kg d'otarie qui parviendraient à surprendre la mouette à plus d'1,50 m facile au-dessus de la ligne d'eau. C'est d'ailleurs aussi pour ces raisons que vous allez assez peu voir de véritables mouettes venir barboter dans le bassin, parce que les otaries en leur présence, il peut y avoir ce risque d'être happé et dévoré. Alors là ici, au parc, on a moyen de stimuler, restimuler des comportements physiques. Des cibles de formes et de couleurs différentes. Pour vous illustrer un petit peu l'intelligence de nos otaries, Maëla ici va vous montrer la cible de Naya qu'on va retrouver sur mon tableau. Je vais la positionner et le but de Naya va être de venir toucher la cible du bout du nez. Donc là, on attend le top départ de la part de Maëla. Donc il y a à la fois les couleurs et les formes qui changent. Et vous voyez, ensuite Naya, quand elle pense avoir reconnu la cible équivalente, elle se positionne devant. Alors là, est-ce qu'on a eu un peu de chance? Parce que là, tu l'as mis vraiment sur ta droite à toi. Donc peut-être elle l'a repéré avant tout le monde. Est-ce que c'était de la chance ou elle l'a vraiment reconnu? Non, elle l'a vraiment reconnu et pour vous le prouver, on va un peu complexifier la chose. On va mettre 8 cibles cette fois-ci et c'est vous, cher public, qui allez me dire où je vais placer le soleil à la place de quel os. Première proposition qu'on entend, dites-nous avec lesquelles on intervertit. Alors à droite, mais avec une silhouette. La pièce de puzzle. Donc là, ok, donc on a la pièce se retrouve au milieu et le soleil tout à notre droite, donc tout à ta gauche à chaque fois. Donc là c'est vrai qu'on passe de une chance sur 4 à une chance sur 8, ce qu'on ouvre bien en évidence pour que Naya ait vraiment le panorama complet. Et là elle repart en exploration. Alors elle passe, et bien visiblement elle l'avait bien repéré, donc là ça efface tout doute, on va dire, de trucage ou quoi que ce soit, on laisse place au hasard et donc elle avait bien reconnu son soleil orangé. Ce petit jeu qui semble assez simple, c'est du primordial. Exactement, on va prendre quelques kilos puisque c'est notre mâle dominant du bassin Otari de Patagonie qui va nous rejoindre. Il est âgé de 16 ans, il pèse presque 300 kg. Je vous présente Porthos. Accompagné de Romain, voici Porthos qui s'invite sur la plage. Et c'est je ne sais pas. Bonjour à tout le monde, en tout cas tous ceux qui s'invitent, mais ne le prenez pas mal, on va demander que à Porthos de venir nous rejoindre. Donc là, on va aussi pouvoir se rendre compte de ces différences assez nettes de gabarit, de taille entre les mâles et les femelles. Alors c'est vrai, Porthos est plus âgé que Naya, donc on pourrait se dire, c'est normal qu'il fasse presque 300 kg. Mais rappelez-vous, une femelle adulte, elle ne va pas forcément atteindre ses gabarits, elle va faire plus de 120 kg. Donc observer un mâle de 300 kg, c'est normal, c'est ce qu'on appelle des dimorphismes sexuels, des différences entre mâles et femelles. Et dites-vous qu'à certaines périodes de l'année, les mâles patagoniens comme Porthos peuvent faire 350, voire presque 400 kg pour les plus grands d'entre eux. Et puis, alors je reviens un petit peu en arrière, je reviens au début, je disais que cette espèce c'est l'otarie de Patagonie ou otarie à crinière. Et donc quand on observe un mâle, là on va peut-être plus facilement comprendre la raison. En fait, c'est une autre différence entre mâle et femelle, la présence d'une crinière sur le pourtour de la gorge des mâles. Alors c'est vrai que quand Porthos sort du bassin, il a le poil tout plaqué contre le corps. Mais quand on le débourriffe un petit peu, là on devine la crinière, chose qu'on n'aurait pas vue chez Naya, puisque c'est une jeune femelle. Alors, tout à l'heure aussi, Sarah, tu parlais un petit peu des habitudes alimentaires des otaries qui mangent du poisson et qui parfois peuvent surprendre des oiseaux en plein vol. Mais on va recréer cette fois-ci une autre scène de chasse, mais sous l'eau. Parce que là, voilà, on va utiliser une autre target qui va se prêter à l'exploration. Alors je vous présente le homard que je vais pouvoir jeter dans l'eau. Et le but pour Porthos, ça va être de venir le récupérer et de vous le présenter aux vitres. Et on va se rendre compte un petit peu quels sens interviennent lors des sessions de pêche justement sous-marine. On a vu tout à l'heure quand il faut attraper une proie dans les airs, c'est plutôt la puissance musculaire avec les nageoires qui interviennent.
Mais Porthos, quand il s'agit d'aller chercher du poisson, ou en l'occurrence parfois des crustacés, eh bien les nageoires vont juste servir pour nager, mais pas forcément développer une vitesse folle. Mais ce qui est intéressant, c'est que une otarie va devoir chasser à vue. Elle a plusieurs sens qui vont intervenir. Donc là, les conditions de visibilité pour Porthos sont idéales. Donc il nage, il prospecte, et s'il y a quelque chose qui l'intéresse, il va s'en approcher. Et puis vous aurez sûrement observé que chez une otarie, de part et d'autre de la mâchoire, on a des vibrisses. En fait, ce sont les longues moustaches, c'est le nom qui est associé. Et les vibrisses, c'est très utile pour une otarie, puisque si jamais les conditions de visibilité sont mauvaises, eh bien, grâce à ces longues moustaches, elle va bien pouvoir reconnaître ce qui l'intéresse. Et au dernier moment, c'est la mâchoire qui saisit le poisson, le crustacé en l'occurrence, etc., etc. D'où l'importance, on parlait tout à l'heure des petits jeux de repos. The big one. The lions can go on land. Tati, can we even go?